Donc, pour donc, cette troisième session, Jérôme Lang, qui est directeur de recherche au CNRS au LAMSAD, à Paris-Dauphine, qui donc, va nous parler d'intelligence artificielle pour la décision collective. Donc, vas-y, Jérôme. Merci Sébastien. Alors j'ai préparé un exposé qui n'est pas trop long, ce qui veut dire que si vous avez des questions pendant l'exposé, vous pouvez le faire. Alors je ne sais pas quelle est la meilleure méthode, hein. Soit vous levez la main et puis quelqu'un voit que vous avez que Sébastien voit que vous avez levé la main, soit je vous autorise à m'interrompre carrément, hein, si vous avez quelque chose, une question à poser. Sinon il y aura du temps aussi après, hein. Voilà, donc je vais parler de choix social computationnel, c'est-à-dire de décision collective, et qu'est-ce que l'IA, généralement l'informatique, on va voir avec ça. Donc il faut d'abord que je définisse un peu ce que c'est que le choix social. Donc le choix social, en général, on dit que c'est la science de la conception, de l'analyse des méthodes pour la décision collective. Donc là, j'ai mis un ensemble de problèmes typiques, hein, de choix social. Alors, ils sont typiques et ils couvrent relativement bien l'éventail des classes de problèmes de décision collective qu'on va voir par la suite. Voilà, donc je vais passer un petit peu de temps quand même sur ce slide. Il y a des problèmes de décision collective. C'est vrai que quand on pense d'abord à un problème de décision collective, on peut penser à des élections politiques, hein, et vous voyez qu'ici, en fait, j'ai rien mis sur les élections politiques, hein, parce que là où je dirais, les méthodes modernes de choix social computationnel peuvent avoir disons, des effets les plus rapides, hein, ce sont dans des domaines plutôt de plus faible enjeu, des domaines plutôt agiles, hein, où on peut changer relativement vite les choses, hein. Et dans tout ce qui est élection politique, évidemment, ça prend plus de temps, c'est plus délicat. On parlera quand même peut-être un tout petit peu d'élection politique en fin d'exposé, mais c'est quand même un petit peu marginal par rapport au thème de l'exposé. Donc voilà, donc trouver une date pour une réunion, décider d'un ensemble de projets collectifs, hein, de projets publics à financer, comment partager un budget, que ce soit un budget monétaire ou temporel, hein, entre des projets, par exemple. Comment déterminer un emploi du temps équitable, etc. Donc voilà. Alors il y a, si on regarde l'ensemble de tous les exemples que j'ai donnés, il y a quand même, je dirais, une première partition à faire, hein. Donc je ne sais pas, est-ce que quelqu'un aurait une idée, quelqu'un qui n'a jamais vu mon exposé, parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois ça, est-ce que quelqu'un aurait une idée d'une partition à faire entre deux groupes, hein, selon un peu la nature de ce qu'on agrège? Voilà, qui aurait une idée? Alors Bruno. Oui, bonjour, Bruno Patin d'Assaut. Alors, j'ai levé la main avant la nature parce qu'en fait, je ne vois pas en quoi ce sont des décisions qui s'appliquent à des collectifs, ça d'accord, mais l'hypothèse sous-jacente, c'est bien que ce sont des décisions qui sont prises par le collectif pour le collectif. On n'est pas dans la décision d'une personne pour le collectif, déjà. Tu vas voir qu'il y a il y a aussi des sous-problèmes où on prend des décisions collectives, mais qui concernent chaque individu séparément, hein. Quand on fait une affectation d'étudiants à des universités, par exemple, alors c'est bien une décision collective parce qu'il y a des contraintes, hein, c'est-à-dire on ne peut pas décider de mettre tout le monde à l'école polytechnique, hein. Donc, Non, mais par contre, ce que je veux dire, c'est que ça peut être une décision qui concerne un collectif ou qui respecte des contraintes sur un collectif, mais ces décisions, ton prémisse, c'est quand même bien que c'est une décision qui est prise avec oui, la participation de tous, hein, on est bien d'accord, on n'est pas bien dans le sûr, bien sûr. cas où une personne… D'accord, ok. Alors, pour la séparation, je séparerais volontiers par rapport à entre des décisions d'allocation Mhm. vis-à-vis de décisions d'action. C'est-à-dire C'est-à-dire, c'est-à-dire que ce n'est pas la même chose de planifier un ensemble d'actions synchronisées pour des gens et de planifier que des gens sont dans des cases 1, 2, 3, 4.
Voilà, Oui, j'aime bien, ouais, j'aime bien cette distinction. voilà. Bon, ouais, Celle-là, en tout ouais, cas, ouais. je l'aime beaucoup. C'est pas exactement celle que j'attendais, mais effectivement, c'est une décision un peu entre, on appelle domaine public et domaine privé. Domaine public, en fait, tout concerne tout le monde, toute la décision concerne tout le monde. Domaine privé, chaque individu est concerné par une petite partie de la décision. Un étudiant est concerné par son affectation dans une filière universitaire et pas l'affectation des autres étudiants. Est-ce que quelqu'un a une autre idée? Bon, si personne n'a d'autres idées, je vais donner mon idée à moi. Euh, alors, qu'est-ce qu'on agrège, hein? Ben, finalement, dans tous les projets de la partie haute, là, on agrège des préférences. Alors, parfois, c'est évident, hein, pour trouver la date d'une réunion ou trouver un emploi du temps équitable. Là, c'est évident qu'on agrège des préférences. Alors, décider quels seront les patients du Covid-19 qui doivent avoir un vaccin ou un ventilateur, on peut encore se demander si c'est des préférences, mais après tout, oui, hein, chacun a une préférence pour être soigné et sauvé. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans les deux derniers exemples, hein, agréger des labels, des étiquettes données par différents individus, hein, différents individus qui décident, hein, d'étiqueter des images, par exemple, et puis il faut agréger leurs réponses, hein, ou agréger des listes de pages web données par différents moteurs de recherche. Là, on n'est plus du tout dans le domaine des préférences, hein. On est ici dans le domaine des croyances, des opinions. Voilà, on est dans des domaines objectifs, alors que dans tout ce qui est au-dessus de la barre, on est dans des domaines subjectifs, hein, préférentiels. Donc ça donne cette dichotomie, elle donne naissance à deux branches du choix social. Une, je dirais, qui est majeure, qui est classique, hein, qui est celle du dessus. Une qui est plus exotique, qui est celle d'en dessous. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, en fait, on ne va parler que de celle qui est au-dessus, hein, mais s'il y a des questions sur celle qui est en dessous, je serais heureux d'y répondre. Voilà, donc maintenant, on se concentre sur les préférences, hein, sur l'agrégation de préférences. Donc, un problème de choix social de façon très générale, on a un input où on a différents agents qui ont des préférences sur des... alors en anglais alternatives, mais en français on ne dit pas alternative parce que ce n'est pas exactement le même sens, hein. On dit des options possibles, hein, des solutions possibles. Peut-être que je vais dire alternative quand même parce que je vais me tromper, hein, mais voilà, il faut comprendre que ce sont plutôt des options, des solutions. Et puis, en output, une de ces solutions possibles. Alors, c'est quoi ces solutions possibles? Ça va dépendre précisément, hein, du problème qu'on traite, hein. Alors, en vote, une solution, c'est soit un candidat, soit un ensemble de candidats, hein, selon qu'on veut élire un président, par exemple, ou un conseil de laboratoire, ou un comité, ou un parlement. En partage équitable, une solution, c'est une affectation, hein, des ressources à des agents. Chaque ressource est en général affectée à un seul agent, mais il y a quand même des problèmes où on peut autoriser que certaines ressources soient partagées entre certains agents. En matching, hein, ou appariement, c'est un petit peu similaire à l'allocation de ressources, mais un peu plus simple, hein. On va avoir en général, pas toujours, en général, deux classes d'agents, hein, les agents de la classe 1, par exemple les étudiants, et les agents de la classe 2, hein, les formations universitaires, et on va retourner comme solution une affectation des agents de la classe 1 vers les agents de la classe 2. En formation de coalition, ce qui est un peu plus général que l'appariement, les agents ont des préférences sur les ensembles d'agents, et puis une solution, ça va être une partition des agents en groupe. Par exemple, j'avais un exemple que sur lequel je suis parvenu dans le premier transparent, où je disais que vous pouvez former des équipes de travail, hein, où chaque individu a des préférences sur les autres individus avec qui il va être. Donc là, une partition, c'est une partition voilà, des employés en plusieurs équipes de travail, éventuellement avec des contraintes, hein. Par exemple, qu'une équipe de travail doit avoir un certain éventail de compétences. Et puis, un dernier exemple qui est
apportioning, alors il n'y a pas vraiment de mot français pour ça, où on a un budget total, que ce soit un budget monétaire ou temporel par exemple, ça peut être aussi un ensemble de sièges à distribuer. Donc là on va parler de apportioning, mais je ferai, peut-être que je reviendrai là-dessus si j'ai du temps, je ne suis pas sûr. Donc on a un budget total à diviser entre des projets, entre des listes, et les agents, les individus expriment des préférences sur les façons de partager ce budget. Voilà, donc ça c'était sur la structure des décisions, des alternatives. Et maintenant les questions, c'est, il y a 3 grandes questions, et c'est pour ça qu'on fait de la recherche. C'est règles de décision collective, qui prennent en input des préférences des agents et en output donnent une décision. Elles doivent être construites. On doit ensuite les étudier de façon axiomatique, et les étudier de façon axiomatique, pour savoir quelles propriétés intéressantes elles satisfont. Est-ce qu'il est possible de trouver des mécanismes, des règles qui satisfont plusieurs bonnes propriétés? Parfois c'est possible, parfois c'est pas possible. Et puis enfin, mais il faut les calculer, et pour ça, il y a 2 choses. Il faut construire des algorithmes qui, si possible, doivent fonctionner en temps raisonnable. Et puis, il faut aussi avoir des protocoles de communication entre les individus et l'autorité centrale qui va calculer le résultat à la fin. Et là, il ne s'agit plus de complexité computationnelle, il s'agit de complexité de communication. Il faut éviter que les individus passent trop de temps à interagir. Un mécanisme qui demanderait aux individus qui passent des jours à interagir avec le mécanisme pour simplement trouver une date de réunion, ce ne serait pas réaliste. Voilà, donc on va revenir sur ces 3 points, construire, étudier axiomatiquement et calcul. Je reviens simplement sur les axiomes. Les axiomes donnent des garanties sur le comportement des règles, et ils peuvent être vus comme une façon de s'assurer de certaines propriétés d'équité ou d'autres propriétés éthiques. Voilà. Alors, une histoire très brève du choix social. Alors, selon les auditoires, voilà, selon qu'il y a des Grecs ou non dans l'auditoire, on ajoute une 4e période qui est la Grèce antique. Mais là, je me suis dit qu'il n'y aurait pas beaucoup de Grecs dans l'auditoire, donc on commence avec il y a plutôt des Français dans l'auditoire, donc on va commencer avec Condorcet et Borda, les 2 grands précurseurs de la décision collective. Donc, ce sont deux grands noms de gens qui ont proposé des embryons de règles, enfin qui ont proposé des règles, mais évidemment à l'époque il n'y avait pas d'études ni axiomatiques et ni encore moins computationnelles. Voilà. Ensuite, on attend pas mal de temps, et puis au milieu des années 50, c'est-à-dire quand même largement après qu'on a commencé à utiliser des règles de décision collective assez sophistiquées, c'est la naissance du choix social moderne, où là c'est les mathématiciens et les économistes qui s'emparent du sujet et qui travaillent sur des choses alors, très axiomatiques, et à ce moment-là, ils font beaucoup de ce qu'on appelle de théorème d'impossibilité ou de caractérisation. Un théorème d'impossibilité, c'est un théorème qui montre qu'un petit ensemble de propriétés qui ont l'air indépendantes et je dirais, qui ont l'air souhaitables, et qui ont l'air faibles a priori, sont en fait incompatibles. Donc le plus connu de ces théorèmes, mais il y en a beaucoup d'autres, c'est le théorème d'Arrow. Alors je ne vais certainement pas me lancer dans les commentaires sur le théorème d'Arrow, ni même dans les détails. Je l'écris simplement pour que ceux qui ne connaissent pas voient à quoi ressemble un théorème d'impossibilité, parce que pour le reste de l'exposé, ça nous intéressera peu. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, on s'intéresse peu à élaborer des mécanismes de choix social concrets, et encore moins on s'intéresse aux aspects computationnels et communicationnels. Ensuite, à partir des années 90, alors il y a quand même, j'exagère un peu là, il y avait quand même des gens comme Gale et Shapley qui s'intéressaient à élaborer des mécanismes d'appariement, en l'occurrence, concrets. Mais la plupart du temps, on s'intéresse relativement peu aux mécanismes concrets.
Et à partir des années 90, ben là, il y a les informaticiens avec leur, je dirais, leur aspect un peu ingénierie qui arrivent et qui se mettent à utiliser des notions calculatoires qui viennent de l'IA, mais aussi de la recherche opérationnelle et de l'informatique théorique, pour résoudre des problèmes je dirais, de choix social relativement complexes, et pour aussi revisiter des problèmes de décision collective. Voilà. Alors maintenant, dans le reste de l'exposé, je vais passer en revue quelques sous-domaines du choix social que je trouve intéressants, et puis ça va donner des pistes de discussion. Alors, le premier sous-domaine, c'est le budget participatif. C'est un truc qui est très, très à la mode en ce moment, et c'est un truc justement pour lequel on a besoin de recherche en choix social, sinon on fait des bêtises. Alors, en budget participatif, certainement, certains d'entre vous ont participé au budget participatif. Il y a de plus en plus de villes dans le monde, et en particulier en France, où on fait du budget participatif. Donc, on a un ensemble de candidats, un ensemble de projets qui sont candidats, qui sont d'ailleurs souvent proposés par les citoyens eux-mêmes. Chacun de ces projets a un coût. Les coûts peuvent être très disparates. Ça peut aller du simple au centuple. On a un budget maximal, et puis les votants vont voter pour des projets, et puis l'output, c'est un ensemble de projets qui évidemment rentrent dans le budget. Les questions, c'est voilà, comment les votants vont s'exprimer, et puis comment on va sélectionner un ensemble de projets. Alors, je vais parler du budget participatif de Paris. Ça s'appliquerait à d'autres villes. Donc, jusqu'en 2020, la méthode, c'était ça. Chaque citoyen parisien, je pense même que ça s'appliquait à des citoyens non parisiens, parce que jamais on demandait une preuve qu'on était parisien, pouvaient voter pour 4 projets d'un arrondissement de leur choix, pas forcément celui où ils habitent. Et au plus 4 projets, donc j'ai dit au plus 4 projets d'un arrondissement de leur choix, et au plus 4 projets concernant tout Paris. Voilà, à partir de 2021, on a changé un peu de paradigme informationnel. On peut maintenant donner une évaluation pour chaque projet sur une échelle qualitative, mais ça ne change pas grand-chose à ce que je vais raconter par la suite. Alors, donc, on est jusqu'en 2020 là. Donc, la méthode de calcul, c'est une méthode qui est gloutonne. C'est pareil pour 2021 à quelques différences près. C'est une méthode qui est gloutonne, donc chaque arrondissement a son budget maximal. Les projets pour tout Paris viennent aussi avec un budget maximal. Et puis, on va classer les projets par ordre décroissant de nombre de votes. Vous vous souvenez que chaque électeur approuve un certain nombre de projets. Donc, on compte le nombre d'électeurs qui approuvent chacun des projets. Et puis, une fois qu'on classe ces projets par nombre décroissant de votes, on va décider de les financer ou non, tant que le budget n'est pas dépassé. Et puis, si on tombe sur un projet qui dépasserait le budget, parce que peut-être qu'il c'est trop coûteux par rapport au projet qu'on a déjà financé, on passe, on ne le finance pas, puis on va quand même regarder les suivants, parce que peut-être qu'après, il y en aura certains moins coûteux qui rentrent dans le budget. Donc, c'est une méthode gloutonne, alors qu'il y a un avantage, c'est sa simplicité, et en fait, c'est son seul avantage. Alors, j'ai quelques exemples là. Donc, un premier exemple, alors, je remercie Dominique Peters qui m'a fourni tous ces exemples. Alors, c'est 2018, mais bon, ce serait pareil en 2019 ou 2020, et même en 2021. Alors, moi, j'ai le 4e arrondissement. Ah oui, alors, je n'ai pas dit, il y a aussi quand même il y a des contraintes de quotas pour des quartiers populaires. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer que non seulement on ne dépasse pas le budget maximal, mais qu'on dépasse un budget minimal pour les quartiers populaires. Enfin, là, je commence avec le 4e arrondissement, donc là, on se doute bien qu'il n'y a pas de problème de quartier populaire. Et donc, là, voilà, donc on a ces projets avec ces coûts, on a le nombre de votes. Donc, on a un budget maximal. Alors, je n'ai pas mis le budget maximal, mais ce qu'on fait, c'est qu'on prend le premier projet, il rentre, on voit qu'il est relativement coûteux. Le second projet est très coûteux. Le 3e projet est coûteux. Voilà, ça rentre dans le budget maximal. Et puis là, on atteint le budget maximal et même celui-ci ne rentre pas. On s'arrête là.
Donc, est-ce que c'est bien? Voilà, donc on a financé ces 3 projets. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a une idée? Est-ce que c'est une bonne règle? Est-ce que c'est pas une bonne règle? Quelqu'un a une réaction là? Je ne suis pas sûr de voir les mains levées. Oui, Pour éventuellement, comment dire, financer plus de projets pas chers et au global, ça pourrait satisfaire plus de monde. ben oui, effectivement, on pourrait satisfaire plus de monde en finançant plus de projets pas chers. Oui. Bruno, tu voulais dire quelque chose de ce genre ou autre chose? Non, autre chose. Clairement, c'est quelque chose qui va égalité toutes les personnes en ignorant complètement l'accès à l'information. Et ça, pour moi, c'est détestable. En ignorant l'accès à l'information, c'est-à-dire? À l'information de ce que ça veut dire l'amélioration de colloque. Là, dans le 4e, je pense qu'il y aura égalité de vote, mais si tu as des projets qui demandent un peu d'information pour comprendre la Ah oui, valorisation. Ce que je ah, veux dire, c'est que l'accès à l'information, enfin, ah tous oui, ces votes-là demandent un accès égalitaire de tous les votants oui. à la Alors, compréhension de tous les projets. Et c'est ce qui m'a oui, toujours un oui. peu, Non, mais là, c'est voilà. peut-être de ma faute aussi, parce que je n'ai pas assez dit, hein. Derrière chacun des projets, il y a un lien qui décrit le projet. Enfin, à Paris, en tout cas, ils le font relativement bien, hein. Simplement, je suis allé un peu vite, hein. Non, non, Alors, mais je dis pas que chacun a le même accès à l'information, hein. Après, il y a des effets de groupe, hein, qui font que les effets de lobby aussi, mais exactement. Ce qu'on peut remarquer, et c'est pas un hasard, c'est que le maximum de votants est sur les projets les plus importants. Et ça prouve bien qu'il y a des biais ouais. sur les votants qui sont extrêmement forts, en fait, Oui, alors ça, hein. c'est une très très bonne remarque. Je vais revenir là-dessus. Bon, la réponse que j'attendais, c'est ce qu'a dit Sébastien. Donc, c'est qu'effectivement, plutôt que de faire une méthode Gluton, on pourrait faire une méthode par optimisation, hein, qui chercherait à optimiser le nombre de paires votant le projet tel que le projet a été sélectionné et le votant a voté pour le projet. Donc, c'est ce qu'on va regarder justement. Donc, je vais illustrer la différence entre ces deux méthodes sur un exemple beaucoup plus simple. On peut voir plus exactement ce qui se passe, hein. Donc là, j'ai seulement 100 votants. 4 projets possibles. Et puis, moi, j'ai 17 votants qui votent pour A et B, 17 qui votent pour A et C, etc. Et puis, j'ai un budget maximal de 60, et puis j'ai les coûts des projets ici. Okay. Donc, si je fais la méthode Gluton, je commence par A, puisqu'il a 51 votes, hein, je le finance. Et puis, je ne peux plus rien financer parce que j'ai mon budget 60. Et puis, une fois que j'ai financé un budget 50, je ne peux plus rien faire, hein. Donc, finalement, j'ai satisfait 51 votants, hein. Je leur ai donné un projet qu'ils avaient bien voulu et puis qui soutenaient. Et puis, c'est tout. Les 49 autres, ils n'ont rien. Enfin, aucun des projets qu'ils voulaient n'a été sélectionné. Donc, c'est pas très bien. Est-ce qu'on peut faire mieux? Ben oui, et si on fait une méthode globale, hein, qui donne un point à chaque votant, qui donne un point à chaque votant qui a sélectionné, qui a voté pour un projet financé, hein, et que je maximise le nombre de points total, hein, on voit que si je sélectionne seulement A, c'est 51 points, mais si je sélectionne B, C, D, c'est 149 points, et en plus, je vois que chacun des votants, il a au moins un projet pour lequel il a voté qui est financé. Certains en ont même deux. Donc, c'est mieux et puis c'est beaucoup plus équitable aussi, hein, puisque chaque votant est satisfait. Donc, on voit que cette méthode, il y a des typos. Je pourrais expliquer pourquoi il y a des typos, mais excusez-moi pour ces typos. Voilà, donc cette méthode satisfait une certaine forme de proportionnalité, hein, un peu mieux, pas complètement, on va voir pourquoi, hein, qui dit que si il y a une proportion au moins alpha de population qui est d'accord sur un ensemble de projets P, alors, et que cet ensemble de projets P représente au moins alpha % du budget total, alors la sélection devrait satisfaire ces votants avec, enfin, au moins, enfin, ces votants devraient être satisfaits avec la sélection au moins autant qu'ils le seraient avec ce projet P. Donc, la méthode Gluton, elle ne satisfait pas du tout cette propriété, hein, parce qu'on voit que ici, c'est 33 votants, hein, ici 17 plus 16, ils sont d'accord sur B, hein. La méthode Gluton ne satisfait pas B. Or, ces votants, ils représentent le tiers de l'électorat, hein, donc ils devraient être en mesure, hein, d'être satisfaits avec B qui représente un tiers du budget. Donc, et ici, la méthode globale
sur cet exemple, elle va satisfaire cette forme de proportionnalité. Et on va voir que ça ne marche malheureusement pas à tous les coups. Alors, je reviens au 4e arrondissement. Là, si je fais la méthode globale, hein, alors attention, la greedy c'est Gluton et GL c'est global, hein, ben, on voit que c'est beaucoup mieux puisque tous les projets, sauf un, hein, sauf celui qui est très très cher, sont financés. Voilà, j'ai un exemple ici sur le 18e arrondissement, voilà, ça tombe bien, c'est le mien. On voit aussi que la méthode globale ici, elle a tendance à satisfaire beaucoup plus de projets et donc à satisfaire plus de monde, hein, que la méthode Gluton, même si c'était peut-être moins évident, hein, que sur l'exemple du 4e arrondissement. Et là, on a aussi, si on avait plus de temps, on pourrait voir aussi qu'il y a cette contrainte sur les projets des milieux populaires qui est satisfaite. Elle est satisfaite à la fois ici par le résultat de la méthode Gluton et de la méthode globale. Mais c'est mieux, mais c'est quand même la méthode globale n'est pas géniale parce que on voit que cette méthode globale, elle va financer ces 2 projets ici, hein, qui sont les 2 projets les plus chers. Hein. Rénover les tennis du centre sportif Bertrand Dauvin, rénover l'équipement sportif du centre Bertrand Dauvin. Alors, ce n'est pas le même projet, mais quand même, hein, c'est un peu pareil. Hein, enfin, voilà, on va quand même dépenser une énorme partie du budget rien que pour le même centre sportif. Hein. Donc, c'est le même quartier, et puis c'est tout pour le sport. Et puis, en plus, si on tient compte de celui-ci, une salle dédiée au sport de combat dans le 18e, hein, en fait, c'est quand même 59% du budget, hein, qui va à des projets sportifs, dont 53% du budget, et 53% du budget qui va au centre sportif Bertrand Dauvin. Donc, il y a un truc quand même qui ne va pas trop. Donc, ça a beau être mieux, c'est quand même pas super. Alors là encore, je vais montrer un exemple plus simple qui montre pourquoi ça ne va pas. Donc, j'ai 60 votants qui votent pour ABC, et puis j'ai 30 votants qui votent pour D, un budget 60. Donc, on voit 2 tiers, un d'un côté qui vote pour ABC, et un 3e tiers qui vote pour D. Si on fait la méthode Gluton ou la méthode globale, eh bien, ça donne le même résultat, hein, que je vais financer ABC et je ne finance pas D. Alors, est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas juste? Ben, quand même, D, c'est quand même un tiers de l'électorat, et pardon, c'est 30 votants, c'est un tiers de l'électorat, D, c'est un tiers du budget. Ben, donc, on pourrait s'attendre à ce que voilà, ces votants disent bah, nous, on est un tiers de l'électorat, on a droit à un tiers du budget, donc on aurait droit à ce que D soit financé. Et malheureusement, bah, ce n'est pas le cas. Alors, si je change un peu l'exemple, hein, ici maintenant j'ai 30 votants qui votent pour AB, 30 votants qui votent pour BC, et 30 votants qui votent pour ACD. En fait, on voit que le nombre de voix pour A, pour B, pour C et pour D, c'est exactement le même. Pourtant, la structure des votants, des votes, n'est pas du tout la même. Or, si je prends une méthode qui décide simplement à partir du nombre de voix que reçoit chaque projet, en fait, on voit que la méthode elle doit décider la même chose pour ces 2 exemples. Or, ces 2 exemples ne sont pas du tout pareils. Donc, on voit que finalement, ce n'était pas une bonne idée de décider simplement en fonction du nombre de voix que reçoit chaque projet. Donc, une méthode possible, hein, c'est de faire ce qu'on appelle proportional approval voting. Hein. Je vais maintenant donner un score à chaque sélection de projet, pour chaque vote. Hein, et ce score, ça va être 1 si le vote contient un projet financé, 1 plus 1,5 s'il en contient 2, 1 plus 1,5 sur plus un tiers s'il en contient 3, etc. Et là, on voit que cette méthode qui s'appelle proportional approval voting, elle va marcher, sur cet exemple, elle va marcher, elle va bien financer D. Hein. Malheureusement, c'est pas encore, on n'est pas encore au bout de nos peines, hein, parce que voilà, sur ce projet, alors voilà, sur cet exemple, où on a maintenant 60 votants qui votent pour ABC, 30 votants qui votent pour D. On a un budget de 60. Donc là, maintenant, on va financer, PAV va décider de financer A et B, et va décider de financer D. Hein, D coûte 40. Hein, A et B coûtent 10 chacun. Hein. Donc, est-ce que c'est juste ou pas? Là, il y a un peu une dictature de la minorité. Hein, c'est peut-être un peu fort, hein, de décider de financer un projet qui coûte 40 simplement à cause d'un tiers de l'électorat. Hein, donc,
en fait, on dépense 2/3 du budget pour un tiers de l'électorat, peut-être qu'il aurait mieux valu quand même financer ABC ici. Donc, il y a encore d'autres méthodes. Alors, je ne vais pas revenir, hein, là, je ne vais pas donner des détails, mais voilà. Donc, il y a d'autres méthodes, qui sont des méthodes extrêmement récentes, hein, qui, là, cette fois, qui marchent mieux, hein, qui donnent des garanties de proportionnalité. Voilà. Donc, oui, Bruno, tu as une question rapide? Oui, est-ce que optimiser l'argent dépensé par votant permettrait pas de résoudre le problème? Enfin, de résoudre en partie, en tout cas, l'égalité de l'accès au budget. Plutôt de faire ça par l'optimisation de l'argent dépensé par votant au sens des votes qu'il a fait. La méthode sur laquelle je ne vais pas donner de détails, c'est une méthode qui fait un petit peu ça, qui donne un budget à chaque votant et qui décide de façon, voilà, qui itère, hein, qui regarde à partir de quand on peut financer un budget, financer un projet. Et puis après, on met à jour les budgets des votants. Ce sont des budgets fictifs, bien sûr, hein, ce n'est pas du vrai argent. Donc, ça fait un petit peu ça. Voilà, donc je vais conclure sur le budget participatif, hein, mais c'est assez, ça représente un peu ce que je voulais dire de façon générale, hein, qu'il y a deux questions qui se posent, hein, il y a au moins deux questions qui se posent, c'est quels sont les formats possibles des bulletins, est-ce que ce sont des approbations, des classements, des évaluations, hein. Comment on peut concilier la simplicité et l'expressivité, hein. Si on va avec des évaluations, c'est plus compliqué, mais on peut faire mieux peut-être aussi. Et puis, comment concilier l'équité, et ici en l'occurrence la proportionnalité, hein, vis-à-vis des groupes, et puis l'efficacité. Voilà, donc ça c'était le budget participatif. Maintenant, on va parler d'allocation de ressources médicales en tension. Donc ça va être un peu plus rapide. À chaque fois que j'aborde un nouveau problème, ce sera un peu plus rapide. Je vais passer de moins en moins de temps au fur et à mesure que je passe d'un problème à l'autre. Alors là, la question, c'est comment allouer des ressources médicales en tension. Alors, ça peut s'appliquer aux ventilateurs, hein, dans le cas des pics de pandémie, hein, du Covid, mais ça peut s'appliquer aussi aux vaccins. Ça peut s'appliquer aussi au triage des blessés dans des situations de guerre, hein, ou similaires. Alors, il y a 4 grands principes, hein, qu'on utilise pour ces méthodes de triage, hein. C'est l'utilitarisme. Alors, l'utilitarisme, on maximise la somme des satisfactions individuelles, on appelle aussi le bien-être social. Donc là, il y a deux sous-possibilités, hein. Soit le bien-être social, c'est 1 quand une vie est sauvée, enfin, l'utilité d'un individu, c'est 1 quand l'individu est sauvé et 0 s'il meurt, hein. Et donc là, ça revient, maximiser le bien-être social, ça revient à maximiser le nombre de vies sauvées. Mais on pourrait dire aussi que l'utilité d'un individu, c'est le nombre d'années qu'il va vivre en plus, hein, grâce à la ressource, au ventilateur ou au vaccin. Et donc là, ça change complètement la donne, hein, puisque on va maximiser ici le nombre attendu de vies, on va maximiser le nombre d'années de vie sauvées, ce qui n'est pas du tout pareil, hein, puisque dans le premier cas, on ne va pas tellement se préoccuper de l'âge des personnes à qui on va donner des ventilateurs, alors que dans le second cas, on va préférer peut-être donner un ventilateur à quelqu'un de 40 ans qui a une probabilité 1/10 d'être sauvé si on lui donne un ventilateur, plutôt que quelqu'un qui en a 80 et qui aura une probabilité 1/3 d'être sauvé. On peut aussi faire de l'égalitarisme ex ante. Alors ça veut dire que les individus ont les mêmes chances d'accès a priori aux ressources. Donc ça peut se décliner de plusieurs façons possibles, hein. Ça peut être premier arrivé, premier servi. Alors ça a l'air complètement débile dans un cas comme ça, mais on se rend compte quand on fait quand on demande aux gens, quand on fait de la licitation de méthode globale d'allocation, qu'il y a beaucoup de gens qui soutiennent cette méthode de premier arrivé, premier servi, parce que ça leur paraît le plus équitable. On peut aussi faire finalement de la randomisation, hein, ce qui paraît aussi ici complètement débile, hein, sur cet exemple. Mais au moins, ça a le mérite d'être extrêmement clair et extrêmement égalitaire ex ante. Mais ce n'est pas du tout efficace. Troisième possibilité, on peut faire de la récompense et du mérite. Donc là, pareil, ça peut se décliner de plusieurs façons. On peut récompenser certains individus pour leurs actions passées ou futures. Donc, là, dans un cadre comme ça, c'est récompenser par exemple le personnel soignant. C'est-à-dire que
on va choisir de donner un ventilateur à un personnel soignant, même si la probabilité qu'il a de survivre sans ventilateur est 99%, plutôt qu'à quelqu'un dont la probabilité serait 80%, parce que il faut récompenser les personnels soignants, et que quand le personnel soignant va voir qu'on les récompense, ils vont être plus contents de travailler. Voilà. Et puis aussi, il y a une autre interprétation de ça, c'est la maximisation de la valeur instrumentale. Un personnel soignant qui est soigné, qui est donc plus rapidement en état de retravailler, c'est aussi une personne qui va contribuer à sauver plus de vies. Alors, il y aurait d'autres façons d'appliquer les critères de récompense et du mérite que de soigner les personnels soignants. On pourrait décider que finalement, les gens méritants, ce sont, je ne sais pas moi, des gens qui ont fait certaines actions dans le passé et qu'on doit récompenser. Et puis, un quatrième critère, alors qui, ici, dans le cas du Covid, est difficilement applicable, mais enfin bon, ça se discute, c'est les critères de la compensation. Donc ça, c'est donner la priorité à des patients qui ont été les plus désavantagés jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il y aurait eu les vies les plus courtes si on ne leur donne pas de ventilateur. Donc par exemple, quelqu'un qui serait en situation de handicap, donc qui a une vie déjà pénible, on va dire on compense, même s'il a une probabilité plus faible de survivre que quelqu'un qui n'est pas handicapé, on va compenser le fait qu'il a eu une vie pénible parce qu'il est handicapé en lui donnant un ventilateur. Alors, c'est pas du tout ce qu'on... Voilà, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais il y a des cas où c'est tout à fait pertinent de faire ça. Jérôme, oui. il y a quelque chose que je ne comprends pas donc tu donnes ces 4 catégories différentes et moi je ne vois pas en quoi revoir des mérites là, c'est très différent d'utilitarisme. C'est-à-dire quand tu parles d'instrumental value, en gros tu dis globalement, il va m'être utile socialement et donc du coup je maximise quand même oui, je suis d'accord avec toi. Pour la maximisation de la valeur instrumentale, si on fait rentrer dans les utilités, effectivement, si on met un modèle complexe où en fait on réinjecte dans les utilités effectivement les probabilités d'être sauvé selon le nombre de personnes qui travaillent, oui, mais alors le modèle devient extrêmement complexe. Si on a un modèle très simple où l'utilité c'est simplement le nombre de vies que je vais vivre en plus, si j'ai le ventilateur et toutes choses étant égales par ailleurs, sans tenir compte du nombre de soignants, à ce moment-là, je ne peux pas faire rentrer tu vois ce que je veux dire, hein. Ouais. Mais tu as raison. Par contre, pour la première interprétation, là, ça ne peut pas rentrer comme ça. Mais oui, je suis d'accord. OK. Donc, alors ces 4 principes, bien entendu, en général, on peut essayer d'en satisfaire plusieurs à la fois. Dans le cadre du Covid, on va faire 1 et 3, et éventuellement 2 quand il y a des ex-aequo. Ça s'est fait. C'est pas ce que je raconte là, c'est pas de la science-fiction. Je suis pas sûr que ça s'est fait tellement en France, peut-être en Alsace en mars 2020, mais ça s'est fait en Italie pour sûr, en Lombardie, ça s'est fait à New York pour sûr. Il y a eu des articles là-dessus. Alors la question, c'est comment on agrège ces 4 principes, et puis qui décide de la façon de les agréger. Est-ce que c'est les médecins à l'échelle locale, à une échelle plus globale? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est les citoyens? Dans le cadre du Covid, c'était un petit peu l'État, un petit peu les médecins. Il y a eu des directives en Italie et aux États-Unis, et dans l'État de New York, il y a eu des directives. En France, je ne sais pas. Est-ce que c'est les citoyens? Alors, ça n'a pas été le cas, mais on pourrait imaginer qu'on demande aux citoyens ce qu'ils en pensent. Alors évidemment, pour ça, il faut beaucoup plus de temps. Et puis, il faut savoir si c'est licite de demander aux citoyens leurs préférences sur les critères qu'il faut utiliser pour sauver des vies. Mais ça ne se fait pas tellement... Pour l'instant, ça ne s'est pas fait... pour de vrai, et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'utiliser pour de vrai ce que pensent les citoyens, mais en tout cas, c'est un sujet c'est sujet à débat, et il y a des articles de recherche qui envisagent ça. Alors, hier, quelqu'un a parlé de moral machine, je ne sais plus qui, c'est le deuxième point ici, je ne sais pas s'il y a des gens qui ne connaissent pas encore Moral Machine, mais alors s'il y a des gens qui ne connaissent pas Moral Machine, voilà, je clique là-dessus. Est-ce que ça va marcher? Oui, il faut absolument y aller, oublier le reste de mon exposé, c'est beaucoup moins intéressant. Allez vite tout de suite voir Moral Machine, c'est beaucoup plus intéressant. Et là, vous allez avoir des questions éthiques fascinantes.
on va me demander de choisir entre des ensembles de gens à sauver, et je vois que le réseau n'est pas rapide. Hein, c'est que le réseau, finalement, peut-être a décidé qu'il valait mieux que je continue mon exposé plutôt que de vous montrer Moral Machine. Voilà. Donc, allez-y vite, hein, c'est passionnant. Il y a aussi des gens qui ont fait ça pour un problème qui est beaucoup plus, peut-être, je dirais, qui est beaucoup plus proche de l'applicabilité, de son application réelle, hein, parce que les Moral Machine, l'interprétation, c'est en termes de décisions à prendre pour des voitures autonomes, mais on en a parlé hier, on n'y est pas encore, hein, alors que les échanges d'organes, hein, en particulier les échanges de reins, hein, savoir à qui on donne un organe qui arrive sur le marché, là par contre, ça se fait, hein, c'est un problème qui se fait déjà. Hein. Et là, il y a des articles, hein, en particulier celui-ci, hein, qui font du crowdsourcing, hein, enfin, qui demandent à des individus, hein, voilà, de choisir entre deux personnes à qui donner un rein. Et il y a plusieurs critères comme l'âge, l'état de santé par ailleurs, les habitudes de la personne, est-ce que la personne est un gros buveur, gros fumeur ou pas, est-ce que c'est un médecin ou pas, voilà, le genre, l'âge, etc. Voilà, donc vous voyez les problèmes qui se posent. Hein. Et aussi, qui doit prendre les décisions, hein. Est-ce qu'on doit tenir compte de l'opinion des citoyens ou pas, hein. Et puis, il y a aussi une question d'apprentissage de préférences globales, et puis étudier les préférences, peut-être faire du clustering, hein, d'individus, c'est ce qu'a fait cet article, hein, sur The Moral Machine. Hein. Est-ce que les gens ont les mêmes préférences, hein, selon leur catégorie sociodémographique, selon leur origine géographique, hein. On a constaté que les gens d'Asie de l'Est, les gens d'Europe du Nord, les gens d'Europe du Sud et d'Afrique n'ont pas, la France faisant partie de ce groupe, hein, n'ont pas les mêmes préférences. Ok, un exemple encore plus rapide, c'est le partage équitable de ressources. Hein. Donc là, on a un ensemble de ressources à partager entre des agents et on voudrait être équitable, juste, hein, donc soit entre des individus, soit entre groupes d'individus. Alors dans mon exemple, je considère que des individus, hein, je n'ai pas le temps de considérer les groupes d'individus. Donc ici, j'ai 3 individus, hein, Anne, Bob et Charles, qui ont des préférences sur 5 objets ABCDE, et 2 propriétés de l'allocation qu'on voudrait. Il y en a d'autres qu'on peut envisager, hein, mais 2 qui sont très classiques, c'est l'absence d'envie, hein, c'est-à-dire que je voudrais éviter qu'un individu préfère la part qu'on a donnée à un autre individu à la sienne. Et puis, je voudrais l'efficacité, hein, l'efficacité de Pareto ici, c'est-à-dire que je voudrais qu'on fasse une allocation telle qu'il ne soit pas possible de faire mieux que de faire au moins aussi bien pour tout le monde et strictement mieux pour quelqu'un. Donc, si je considère cette allocation ici, hein, A à Anne, BC à Bob et DE à Charles, ben, c'est sans envie. Alors, pourquoi c'est sans envie? Parce que Anne, finalement, elle a une utilité de 1, hein, on lui a donné un objet qu'elle voulait bien, mais elle n'envie pas Bob, hein, et puis elle n'envie pas non plus Charles, parce que chacun des deux, eh bien, a reçu un objet que Anne voulait. Et puis c'est pareil pour Bob qui n'envie personne, et puis pour Charles qui n'envie personne. Donc c'est sans envie, mais ce n'est pas efficace. Pourquoi? Parce qu'on a donné un objet à quelqu'un qui ne voulait pas. Hein, on a donné C à Bob qui n'en voulait pas, alors qu'on aurait pu le donner à Charles. Si on considère en revanche A, B, C, D, E, hein, donc je donne A à Anne, B, D à Bob et C, E à Charles, ben cette fois c'est efficace, hein, parce que j'ai donné chaque objet à quelqu'un qui le voulait, mais c'est plus sans envie parce que Anne, cette fois, elle voit que B et D ont été donnés à Bob, et donc elle aurait préféré avoir la part de Bob plutôt que la sienne. Sur cet exemple, on voit que ce n'est pas possible d'avoir une allocation qui soit à la fois efficace et sans envie. Donc, parfois, ce n'est pas possible. Donc, c'est un théorème d'impossibilité, hein, comme on a vu tout à l'heure. Hein. On ne peut pas garantir à la fois l'efficacité et l'absence d'envie. Donc, il y a des dizaines et des dizaines d'articles, hein, qui décident de garder l'efficacité, hein, c'est-à-dire de ne pas renoncer à l'efficacité, mais de renoncer à l'absence d'envie, en trouvant des critères qui sont plus, en cherchant des affaiblissements de l'absence d'envie, hein, en trouvant des propriétés qui sont plus faibles que l'absence d'envie, et puis en essayant de les satisfaire. Hein. Donc, une propriété qui est ici, hein, dont je ne parlerai pas sauf s'il y a des questions, hein, c'est la propriété Max-Min-Fercher, hein, qui est un petit peu plus faible que l'absence d'envie,
qui n'est pas garantie, mais qui en pratique est quasiment toujours satisfaite, enfin, sur des préférences additives. Voilà. Je ne donne pas de détails. Alors, exemple 5 sur 6, c'est le vote. Donc, alors, on peut se demander en quoi c'est encore de l'intelligence artificielle, mais si, en fait, ça l'est, surtout si on prend des décisions de faible enjeu, comme trouver une date de réunion, trouver un ensemble de dates de réunion. Donc là, je parle que du vote à vainqueur unique, je ne parle pas du vote à vainqueur multiple parce que je n'ai pas le temps. Mais on voit qu'il y a plusieurs formats pour les règles de vote. On peut demander à chaque votant de nommer un seul candidat, de donner un classement sur les candidats, ce qu'on fait par exemple si on fait du vote simple transférable, je peux y revenir, de donner d'abord un nom, puis un second nom après une première étape, enfin, donc c'est un vote en 2 étapes, c'est ce qu'on connaît en France, le nom du scrutin majoritaire à 2 tours. Approuver un sous-ensemble de candidats, ce qui est le cas de vote pour approbation, donner une évaluation pour chacun des candidats. Voilà. Donc on voit qu'il y a plusieurs types de formats possibles pour les votes, et puis derrière ça, il va y avoir plusieurs règles possibles. Donc, 2 règles qu'on connaît bien, c'est les 2 premières, la pluralité, on donne simplement chacun donne un nom, et puis on va élire le candidat qui a le plus de voix. C'est comme ça qu'on élit député en Angleterre. Et puis, j'ai dit en Angleterre et pas au Royaume-Uni, parce qu'il me semble qu'en Écosse, ce n'est pas le cas. Et plurality with runoff, un scrutin majoritaire à 2 tours, c'est hélas la règle qu'on utilise en France pour élire le président de la République, et à quelques détails près, les députés. Mais détail un petit peu important qui fait que ce n'est pas exactement cette règle-là. Alors, pareil, quand on fait du vote, on s'intéresse à des propriétés, et une propriété qui est cruciale, je ne parle que de celle-là, c'est la résistance au clone. Même si ce n'est pas de l'IA, vous allez voir pourquoi c'est si important que j'en parle maintenant. Résistance au clone, c'est une propriété qui dit que si j'ai plusieurs candidats qui sont similaires, c'est-à-dire qui sont tels que finalement les électeurs ont des préférences qui sont très proches, c'est-à-dire que si voilà, ici, par exemple, je prends le candidat A, je le clone, je le duplique en 2 candidats A et A', et c'est des clones parce que tous les électeurs, en fait, ils vont classer A et A' de façon contiguë. Des fois A avant A', des fois A' avant A, mais voilà, c'est comme ces 2 candidats qui ont quasiment le même programme, qui viennent quasiment du même parti, et voilà, les candidats n'arrivent pas tellement à les distinguer. Et si je prends la pluralité à 2 tours, un scrutin majoritaire à 2 tours, on voit que ici, si je ne clone pas A, les finalistes, c'est A et C, c'est eux qui sont classés le plus souvent en premier, et le vainqueur, ce sera A, parce que c'est A contre C, et on voit qu'il y a 24 et 24, 48 et plus 27 votants qui préfèrent A à C, et seulement 25 qui préfèrent C à A. Alors que ici, dans le second cas, le fait de cloner A et A' fait que A n'accède plus au second tour. Il y a eu un éparpillement des voix entre A et A', mais A n'accède plus au second tour, et donc les finalistes, maintenant, c'est B et C, le vainqueur, c'est B. Donc non seulement les finalistes ont changé, non seulement A ne va plus au second tour, mais le vainqueur a changé. Donc, cette règle de pluralité à 2 tours est extrêmement vulnérable au clone. Enfin, si vous lisez les journaux et que vous écoutez la radio, enfin, vous le savez déjà, parce que tout ce qu'on est en train de raconter sur les sondages sur l'élection présidentielle, les primaires, etc., en fait, on n'en parle que de cette propriété de vulnérabilité au clone. On ne l'exprime pas sous ce nom-là, mais en fait, quand on dit « Ah voilà, maintenant il y a beaucoup de candidats à gauche, maintenant il y a beaucoup de candidats à l'extrême droite, donc ça va avoir pour impact… » Voilà, mais on ne parle que de ça. Alors il y a d'autres règles qui sont, comme Borda, qui sont également vulnérables au clone, mais beaucoup moins. Alors, beaucoup moins, je peux expliquer pourquoi c'est beaucoup moins. Et puis il y a des règles comme le vote simple, le vote unique transférable, que je ne détaille pas ici, mais que je serais ravi de détailler en privé ou dans les 5 minutes qui restent pour les questions, est complètement résistant au clone. Donc, si on voulait élire le président de la République en utilisant le vote simple transférable, le vote unique transférable, pardon, single transferable vote, on n'aurait aucun problème de vote utile, des choses comme ça. Sébastien.
Ouais, simplement, donc pour les règles résistantes au clonage, il me semble que le vote par approbation, il serait aussi évidemment résistant et qui est beaucoup plus simple aussi. Enfin, Oui, le vote par approbation est également résistant au clone. Hein. Mais moi, j'aime bien le vote par approbation. Hein. C'est une règle qui est, disons que l'input est quand même un petit peu moins sophistiqué que quand on fait des classements, et surtout les classements ça marche super bien. Il y a le vote unique transférable, il y a plein de pays où on l'utilise. Hein. On l'utilise en Irlande, on l'utilise en Australie, on l'utilise dans certains États des États-Unis, on l'utilise à New York pour élire le maire. Donc ces gens qui votent là-bas, ils ne sont pas plus bêtes que nous. Ils y arrivent. C'est une méthode qui est simple aussi. Voilà. Enfin, et pour les gens qui ne connaissent pas, le vote par approbation que je vous invite à utiliser dans la plupart de vos décisions, c'est quand même vous autorisez juste les gens à voter pour plusieurs personnes, pour autant de personnes qui veulent. Mais je suis d'accord, c'est une très bonne méthode, le vote par approbation. Voilà, voilà, j'ai quelques trucs sur l'histoire d'explicabilité, de vérifiabilité, mais comme c'est du vote et que c'est quand même pas central hein, par rapport au GDRIA, j'en parle pas davantage. Alors, je ne parle pas, j'aurais pu parler d'appariement entre étudiants et formation universitaire. Je ne l'ai pas fait parce que ça m'aurait pris quasiment tout mon exposé, donc je préférais parler d'autre chose. Hein, mais voilà, s'il y a des gens qui s'intéressent à ça, offline, on peut en parler. Hein. Ce qu'il y a aussi, c'est que j'avais fait il y a quelques années un talk qui était plus adapté à APB, hein, qui était la version précédente, hein, vous connaissez tous, mais je n'ai jamais mis à jour pour Parcoursup, donc voilà, donc c'était une raison aussi de ne pas en parler. Voilà. Mais là aussi, il y a des gros problèmes qui se posent hein, d'efficacité et d'équité. Voilà, donc avant de m'arrêter, je voudrais faire de la publicité pour ces deux sites web. Alors, un qui est développé par des Français, hein, par des gens de Grenoble, hein, surtout Sylvain Bouvray qui est à l'IMAG, hein, qui est Whale. Hein. Alors, Whale, c'est un site web qui vous permet de faire du vote, mais en utilisant plein de règles de vote différentes. Hein. Vous pouvez faire du vote par approbation, comme le recommandait Sébastien. Vous pouvez faire du single transferable vote. Si vous voulez vraiment faire de la majorité à deux tours, du scrutin majoritaire à deux tours, vous pouvez, et ainsi de suite. Vous pouvez faire beaucoup d'autres choses. Hein. C'est développé par des académiques, c'est à but non lucratif, il n'y a pas de pub. Hein. C'est donc mieux que, je ne sais pas, d'autres sites dont le nom commence par un D, par exemple. Ouais. Et puis, autre chose alors là, qui n'est pas du tout développé par des Français, mais qui est un truc qui est Splid, hein, j'espère que certains d'entre vous connaissent déjà, hein, c'est pour faire c'est pour résoudre plein de problèmes d'allocation de ressources. Hein, vous pouvez faire par exemple du partage de loyer, du partage de gains indivisibles, de partage de budget, etc. Il y a eu des centaines de milliers de gens qui ont déjà utilisé Split. Hein, je vous invite aussi à l'utiliser. Et puis, ceux qui n'ont pas vu Moral Machine, hein, ils ne vont pas déjeuner et ils utilisent tout de suite Moral Machine. Voilà, on s'arrête là. Il reste, je sais pas, 7-8 minutes pour des questions. Parfait. Merci beaucoup, Jérôme, pour